Bonsoir, bonsoir. Donc nous sommes, une fois de plus, nous continuons notre cours sur la vie sexuelle humaine. Cette vie si palpitante que la vie sexuelle humaine. Donc aujourd'hui nous allons voir, bonjour Laurent, aujourd'hui nous allons voir la morale sexuelle et la vie moderne. C'est un texte de Sigmund Freud, nous allons travailler ce texte aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qu'il nous raconte ici. C'est un texte de 1908, c'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur de l'œuvre dont il a déjà écrit donc les 3 essais d'une théorie sexuelle. Et donc aujourd'hui, il va nous parler un petit peu de bonsoir Anne. Et donc ce soir, il va nous, enfin ce soir, nous allons voir un petit peu donc ce que Freud parle, ce qu'il veut dire. Parce que je pensais qu'avec tout ce qu'il va présenter Freud ici sur ce texte, et je me disais qu'on ne peut pas penser que ce texte, c'est un texte, bonsoir Olivier, que c'est un texte sociologique. Non, ce n'était pas une étude sociologique que Freud fait pour étudier la situation de la, de la sexualité, puisqu'il va nous parler de la morale sexuelle. Bonsoir Anne-Marie. Sinon que c'est une interprétation en fait qu'il va faire de la société actuelle. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas aller contredire Freud, bonsoir Jacinthia, et on ne va pas aller, bonsoir Laurent, on ne va pas aller se présenter pour dire non, c'est pas vrai, maintenant la société a changé, sinon qu'il va nous montrer un petit peu la situation de la répression, que vit la société, non? Bonsoir Brigitte, bonsoir Nadège, la répression que vit la société et les conséquences que cela se produit sur l'être humain. Hein. Et donc, mais il va prendre en considération, donc, comme je disais, pas d'effet sociologique, pas une analyse, on va dire, de l'apparence, sinon qu'à partir de l'appareil psychique, il va faire la lecture de qu'est-ce qui se passe chez cet être humain à qui on oblige une certaine répression et de sa vie. Donc, comme on avait vu la fois dernière, la répression sexuelle pour la vie des êtres humains est nécessaire dans le sens où sinon, s'il n'y avait pas cette répression, eh ben, on ne passerait pas bonsoir Chrissy, on ne travaillerait pas, non, on abandonnerait toutes nos obligations sociales donc pour nous dédier à notre vie sexuelle génitale. Bonsoir Lamia. Donc, il va nous parler, il va reprendre un petit peu, dès le début du texte, il va reparler de cette double morale sexuelle dont on avait parlé déjà la dernière fois. Il dit que donc dans la société, il y a une répression, nous ne pouvons pas exposer certaines tendances, ni les tendances sexuelles, on ne peut pas les exprimer, ni nos tendances agressives, ni tout ce qui peut être tendance exagérée, c'est quelque chose où la société va nous demander de réprimer. Donc c'est une sorte de sacrifice que l'être humain va faire, de renoncer à ces tendances-là, mais que renoncer à ces tendances-là, ça va lui permettre d'utiliser une partie de son énergie psychique pour travailler pour la culture. D'accord? C'est là où ça va être intéressant. Donc il nous dit que cette double morale sexuelle, donc on avait vu que la double morale sexuelle, c'est que dans les relations de couple, on va dire, lui il parle encore de mariage, mais dans les relations de couple, l'homme, il a l'autorisation, la société lui permet de vivre un autre type de sexualité, c'est-à-dire qu'il va, tout comme la femme, jurer fidélité lors de son mariage, et pourtant, lui, il a l'autorisation de ne pas respecter ce premier accord qui va l'unir à la femme. Okay, donc, on va dire, Marilyn, bonsoir. Et donc, il va nous dire que cette double morale a des conséquences, parce que ce n'est pas seulement les conséquences que l'homme va avoir le droit d'avoir une femme et en plus d'avoir des maîtresses à côté comme quelque chose qui est tout à fait accepté et même qui est
bien vu, dans le sens où un homme qui a des relations extramatrimoniales, c'est quelque chose qui est considéré comme, c'est un macho, non? Donc, mais il dit, mais c'est pas ça le problème, sinon que le problème, c'est que on se retrouve dans une société, en fait, qui commet avec cette double morale, qui repousse, en fait, l'amour de la vérité, non? Parce qu'on nous fait croire une chose qui n'existe pas, et en fait, qui va nous montrer que, en fait, l'hypocrisie de cette société, non? L'hypocrisie de cette société et qui montre qu'en fait, donc, on va se tromper soi-même et en plus, on va tromper les autres. Et donc, et il va donc nous dire que cette morale, donc il y a d'un côté la double morale qui vient donc nous montrer, comment il le dit ici dans le texte, il le dit très bien, et donc, elle dit que cette double morale, elle oblige les membres à voiler la vérité, à présenter les choses sous un jour faussement favorable, à se tromper eux-mêmes et à tromper les autres. Donc, il va dire que cette morale, non, parce qu'on va présenter la morale qui vient, vous vous rappelez qu'on avait vu que la morale, c'était un barrage, c'est-à-dire que c'était, normalement, ça doit juste servir pour mettre un frein à ne pas retomber dans ces relations incestueuses qui étaient nos premiers amours. Donc, nous avons certains barrages qui ont été construits par la société pour nous éloigner de ces premiers amours incestueux et pour sortir de la maison et aller voir ailleurs. Et ces barrages, donc on avait vu, c'était la honte, la pudeur et principalement la morale, cette morale dont on va parler donc aujourd'hui. Et il dit qu'il va nous montrer comment cette morale qui vit donc en chacun de nous, non, et très souvent, quand elle est trop stricte, eh ben, elle va produire la maladie nerveuse, non. Et cette maladie nerveuse qui dit qu'il se répand si facilement dans notre société contemporaine. Et donc il va dire... il va dire, il dit, il arrive qu'un malade nerveux attire l'attention du médecin sur l'opposition qu'il faut observer dans la genèse de la maladie entre constitution et exigence culturelle. Et il dit que le malade se présente en disant « Nous, dans notre famille, nous sommes tous devenus nerveux parce que nous voulions être quelque chose de mieux que nous le pouvions, de par notre provenance. » D'accord? C'est-à-dire que Freud, il va dire « Si nous ne voulions pas être si bons, nous serions meilleurs. » C'est-à-dire que dans cette exigence que nous avons pour respecter notre morale, et nous, très souvent, nous faisons des choses qui ne correspondent absolument pas aux réponses à la réalité et que comment on va dire, on se transforme, on se déforme. Alors que si on était un peu plus humain et qu'on avait une meilleure relation avec notre humanité, c'est-à-dire avec toutes ces tendances qui vivent en nous, nous pourrions être meilleurs. Et donc il y en a certains médecins qui ont dit que effectivement c'est que la maladie nerveuse a augmenté en relation avec la vie civilisée moderne. Et donc Freud il va dire que il va reprendre un écrit d'un autre auteur. Arturo Luna il demande mais la maladie nerveuse est aussi le résultat du stress de la vie moderne, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est justement ce dont va nous parler la Freud, non? Et en nous disant que, il nous dit qu'il va finir par nous dire non, que non, ce n'est pas ça, Arturo. Donc, il dit, il ressort déjà clairement d'une série de faits généraux, et là, il va faire toute une description de la société, de son époque, donc on est en 1908, et pourtant, vous allez voir que c'est toute une description de la société pratiquement dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Non, parce qu'il dit, il ressort déjà clairement d'une série de faits généraux que les conquêtes extraordinaires des temps modernes, les découvertes et les inventions dans tous les domaines, le maintien du progrès en face de la concurrence croissante, ne sont acquis qu'au prix d'un très grand travail intellectuel
Ils ne peuvent être maintenus qu'à ce prix. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que pour maintenir tout ce rythme de vie, nous devons utiliser une grande quantité d'énergie. D'accord? Toutes ces exigences que nous avons sur notre propre vie. Ce que le combat pour la vie exige de productivité de la part de l'individu, c'est considérablement accru. Il ne peut y satisfaire qu'en déployant toutes ses forces intellectuelles. En même temps, les besoins de l'individu et ses prétentions à jouir de la vie se sont élevés dans tous les milieux. Un luxe sans précédent s'est propagé à des couches de la population qu'il ne touchait pas du tout auparavant. L'irréliosité, le mécontentement et l'avidité ont gagné des cercles plus étendus de la population. L'accroissement démesuré de la circulation, le réseau universel du télégraphe et du téléphone ont complètement transformé les conditions du trafic. Tout a lieu dans la hâte, dans l'agitation. La nuit sert au voyage et le jour aux affaires. Les voyages de détente eux-mêmes deviennent une fatigue pour le système nerveux. Des grandes crises politiques, industrielles et financières communiquent leur excitation à des cercles de la population beaucoup plus larges qu'autrefois. L'intérêt pour la vie politique est devenu chose tout à fait commune. Les luttes politiques, religieuses et morales, les activités de partis, l'agitation électorale, le fait que les associations croissent de façon excessive, tout ceci échauffe la cervelle, il dit, contraint l'esprit à faire sans cesse de nouveaux efforts et mord sur le temps de détente, de sommeil et de repos. La vie dans les grandes villes est devenue de plus en plus raffinée et agitée. Les nerfs sont à plat et on cherche à se détendre par l'accroissement des stimulations et par des plaisirs très épicés, ce qui ne fait que fatiguer davantage. La littérature moderne s'intéresse surtout aux problèmes qui dominent le plus à penser, qui remuent toutes les passions et prône la sensualité, le goût du plaisir et le mépris de tout principe éthique et de tout idéal. Elle offre à l'esprit du lecteur des cas pathologiques, des problèmes de psychopathes sexuels, des problèmes révolutionnaires et d'autres encore. En nous administrant à forte dose une musique importune et bruyante, on énerve et on surexcite nos oreilles. Les représentations théâtrales excitent et emprisonnent tous les sens. Même les beaux-arts se tournent par préférence vers ce qui est écœurant, haïssable, vers ce qui excite et n'hésite pas non plus à nous mettre devant les yeux, avec une fidélité révoltante, ce que la réalité contient de plus horrible. Donc ça, c'est la description, on va dire un petit peu, non, la description sociologique de la situation de la société. Donc on voit que ce regard de la société de l'époque de 1908 était tellement bien décrit qu'il dépeint encore, non, à peu de choses près, la société dans laquelle nous vivons. Et donc il va dire... il va nous parler donc de la neurasthénie, de la névrose d'angoisse comme deux maladies, comme si ces deux maladies dépendaient de cette situation sociale. Et il va nous dire que cette hypothèse était erronée. Et donc il va dire... Il dit qu'il y a un médecin qui a donc pensé que la maladie nerveuse s'était spécialement développée sur le sol américain. Il dit naturellement cette hypothèse est erronée. Cependant, le fait que ce soit un médecin américain qui ait pu saisir et retenir le premier des traits caractéristiques de cette maladie indique sans aucun doute le lien serré entre cette maladie et la vie moderne. Mais on va voir de quelle vie moderne il parle. Donc, il va nous dire que tout ceci n'est qu'une apparence, qu'un décor, okay, qui participe dans une certaine mesure, évidemment. Mais ce n'est pas ce qui détermine réellement, non, on va dire l'angoisse, l'anxiété, tous ces types de symptômes, le stress, tous ces types de symptômes qui sont si répandus dans notre vie actuelle.
parce qu'elle dit qu'en fait, ce sont des choses qui sont erronées et qui expliquent insuffisamment les particularités de l'apparition des troubles nerveux. Et qu'elle néglige, sur tout ça, précisément le facteur étiologique le plus important. Si l'on renonce aux formes imprécises de la nervosité, si l'on envisage les formes qui caractérisent l'état de malade nerveux, l'influence nocive de la civilisation se réduit essentiellement à la répression nocive de la vie sexuelle des peuples civilisés par leur morale sexuelle. Donc, voilà. Et c'est de ça dont il va nous parler dans tout le texte. Okay, c'est-à-dire qu'il va nous dire que c'est précisément cette sexualité, cette répression sexuelle qui nous touche tous. Donc vous vous rappelez qu'il avait déjà parlé, premièrement, de cette sexualité réprimée dans le sens où le jeune homme, la jeune fille, quand ils arrivent à l'âge de la puberté, ben, ils n'ont pas accès tout de suite à l'activité sexuelle. C'est-à-dire que la société leur demande d'attendre un certain temps, et encore aujourd'hui, à développer, pour pouvoir développer leur sexualité. Et en fait, que Freud nous avait dit que ce temps, non, que leur impose la société pour pouvoir développer, parce qu'eux, ils sont prêts, je veux dire, ils sont prêts, dès le début de la puberté, ils sont prêts à avoir des relations sexuelles, surtout ils ont l'énergie pour ça. Et cette énergie qui n'est pas utilisée pour ça, ben, elle doit être ou réprimée, ou sinon elle va être utilisée, non, parce qu'il dit que, vous vous rappelez qu'on avait vu que toute cette tension sexuelle qui surgit chez l'adolescent, ben, en fait elle va être satisfaite par la masturbation. Et donc il va nous parler de la masturbation comme quelque chose qui va provoquer des fixations, en fait. Parce qu'il dit que le jeune adolescent, quand il a recours à la masturbation pour décharger toute cette tension sexuelle, qu'est-ce qu'il va utiliser? Donc il dit qu'il l'utilise comme fantasme, il va utiliser comme fantasme des fantasmes, ses premiers fantasmes. Donc il va faire une régression et il va retourner à ses premiers fantasmes de l'enfance pour se masturber. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inconscient. Rappelons-nous que ce que nous présente Freud, ce n'est pas une analyse de la société, c'est une analyse à partir des patients qu'il a en consultation. Donc on se rappelle, Freud, il recevait donc ses patients en consultation et le soir, il écrivait pour justement décrire montrer ce que les patients lui avaient raconté pendant la journée. Et donc, il va nous dire que cette masturbation de la puberté et cette attente avant la possibilité d'un développement sexuel, il dit que ça va provoquer donc des fixations. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la masturbation? Donc, le jeune adolescent, la jeune adolescente, va donc pouvoir décharger son énergie, mais elle va décharger son énergie avec des fantasmes sur un amour idéal. Un amour, le prince charmant, la princesse, la femme fatale. Donc chacun va imaginer quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Donc pendant un certain temps, ces jeunes vont pratiquer cette sexualité sur des fantasmes de choses qui n'existent pas. Et donc il dit que bien sûr, ça va provoquer ou des fixations, c'est-à-dire que la tendance à toujours revenir à ces objets infantiles, ou la tendance va être d'imaginer que l'amour c'est une chose, et quand ils se retrouvent dans la réalité, donc quand tout d'un coup on leur dit ça y est, c'est le moment, vous pouvez, ça y est, c'est autorisé. Et donc quand ils se retrouvent face à un partenaire, face à quelqu'un avec qui ils ont envie de commencer leur aventure sexuelle, on va dire, en général, c'est la cata. C'est la cata parce qu'elle est frigide, très souvent. Il va nous parler, il va dire que chez la femme, la frigidité, c'est quelque chose de très, très courant. Et en plus, il va nous dire que ce n'est pas seulement courant à cause de cette attente ou cette restriction sociale, sinon parce que aussi la femme, elle a cette tendance à accepter sa frigidité,
d'accord? C'est-à-dire que l'impuissance chez l'homme est très mal acceptée. Par contre, la fragilité pour la femme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté. C'est-à-dire qu'elle, elle va jouir, pas de son propre corps, sinon qu'elle va jouir par l'intermédiaire de la jouissance de son compagnon. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme une position, une tendance de la position féminine. La position féminine, elle a tendance à dire, d'accord, je te donne, non, je te donne mon corps pour que moi, et moi, je jouis avec ta jouissance. D'accord? Ça, c'est une tendance féminine. C'est pour ça que, quelque part, elle arrive à se débrouiller dans cette situation pour pouvoir continuer, en fait, sa relation sexuelle ou sa relation avec son partenaire, puisqu'elle a une satisfaction. Mais c'est une satisfaction qui est déformée. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui permet de... Bonsoir, Fernand. Et de l'autre côté, donc, il dit que chez certains hommes, il y a une impuissance qui va être marquée dans le sens où, à cause de cette attente et à cause de cette fixation à des objets infantiles ou à des objets qui n'existent pas dans la réalité, face à une jeune femme, ils vont se retrouver impuissants, parce que ça ne correspond pas avec la réalité. Et ensuite, donc il va nous parler de la névrose sexuelle, il va nous parler de la neurasthénie comme deux positions, deux symptômes qui font référence à des problèmes de la sexualité actuelle. C'est-à-dire que la neurasthénie et la névrose d'angoisse, derrière ces symptômes, il y a clairement des problèmes de sexualité actuelle, de l'actualité. Par contre, les autres névroses, l'hystérie, la névrose obsessive, les phobies, ce sont des névroses où le problème c'est avec la sexualité infantile, c'est-à-dire qu'il y a eu une fixation dans la sexualité infantile et donc ils n'ont pas accès à la sexualité d'adulte. Donc leur sexualité d'adulte n'est pas satisfaisante. Et donc ensuite, il va nous dire, donc il nous dit que, vous vous rappelez, ou nous le savons, disons que d'une façon générale, notre civilisation elle est construite sur la répression de nos pulsions. Parce que nous sommes des animaux, mais nous sommes des animaux tout à fait particuliers, dans le sens où nous n'avons pas nos chaleurs, comme certains animaux qui ont leur époque de reproduction. L'être humain, c'est toute la vie. Toute la vie, même non, avec la sexualité infantile, nous l'avons vu, donc c'est un certain type de sexualité. Quand on arrive à l'âge adulte, nous sommes toujours disponibles, toujours le désir est toujours présent. Il n'y a pas une époque plus propice qu'une autre pour réaliser l'acte sexuel. Et donc il va nous dire que donc, chaque individu a dû renoncer, nous avons tous renoncé à un pourcentage de ses pulsions sexuelles pour pouvoir, de ses pulsions sexuelles, de ses tendances agressives. Il dit de ses tendances de rancune, de vengeance, tout ça. On essaye de réprimer le plus possible pour pouvoir obtenir un certain idéal que la société nous montre, que nous présente comme des choses qui sont les exemples, ce qu'on appelle les exemples sociaux. Non ? Et donc, il y a tous les biens matériaux, et de l'autre côté, certains idéaux d'arriver à être une bonne personne, d'être généreux, altruiste, etc. Non, nous avons certains adjectifs qui donnent une certaine valeur à notre conduite.
Et dit que donc ce renoncement à cette activité sexuelle, à ces pulsions sexuelles, ben, c'est quelque chose qui s'est fait donc tout au long de l'histoire, il s'est fait progressivement au cours du développement de la civilisation, et que nous avons bien sûr la religion qui est là pour protéger, pour maintenir le rôle de la religion. En général, c'est le rôle pour maintenir, pour que réellement la relation sexuelle se fasse uniquement pour la reproduction. C'est celle qui est là. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, on a la famille qui va protéger, qui travaille pour la reproduction, pour l'éducation des enfants. Nous avons la religion qui est là pour, comme institution qui vient essayer de maintenir le plus possible dans ce sens-là. Et il va dire donc, et donc, bien sûr, quand on arrive à un certain degré, non, il y a des gens qui sont considérés, bonjour Jean-Loup, et Kadour, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc, on va considérer qu'il y a des gens, non, qui, le Freud il va faire référence, il dit il y a des gens qui vivent dans l'abstinence et qui sont fiers de dire qu'ils ont obtenu grâce, non, qu'ils ont réussi à renoncer à ces instincts, à ces pulsions animales et qu'ils arrivent à avoir une vie équilibrée, etc. Et Freud il dit que ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que lui, il va étudier, il va dire oui, apparemment, lui, la personne qui va se présenter en disant moi je suis heureux ou heureuse dans mon abstinence, c'est une apparence. Donc il dit si il y a répression de notre génitalité, ça va produire une maladie nerveuse dans la majorité des cas. Sauf, il dit, parce que nous avons tous une dose de libido différente. Et quand je suis de plus en plus dans l'ombre, non? J'ai l'impression que je vois qu'il n'y a plus de lumière du tout ici. On va voir si je peux mettre un peu plus de lumière ici, mais là, je suis complètement dans l'ombre. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit. Donc, de quoi je parlais que renoncer à ces pulsions sexuelles, ça provoque, sauf les gens, il va dire, sauf les gens qui ont une petite dose de libido, et donc ils arrivent avec leur petite dose de libido à faire donc pas grand-chose dans leur vie, et donc à pouvoir gérer cette énergie qui n'est pas utilisée pour l'activité sexuelle. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il va dire que si nous réprimons une grande quantité d'énergie qui devrait être utilisée pour l'activité sexuelle, en plus dans ce texte, il va directement nous dire, ne croyons pas que l'homme, sa sexualité est orientée pour la reproduction, que chez l'homme, la sexualité, chez l'homme et chez la femme, la sexualité est orientée pour la satisfaction de plaisir. D'accord? À la fin du texte, il dit que, ok Anne-Marie, d'accord, merci Nadège. C'est pas qu'il y ait plusieurs libidos, sinon que chacun a sa quantité de libido. Et nous n'avons pas tous la même quantité de libido. Donc, quand on voit des gens, par exemple, je pense à Balzac, non? Bon, je ne sais pas si... Ou Victor Hugo, plutôt. Victor Hugo. Quand on pense à Victor Hugo, il avait une libido énorme avec tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'était un homme qui était toujours en activité. Plus il avait une activité sexuelle abondante, on va dire. Et c'était quelqu'un qui participait à beaucoup de choses, vous voyez. Donc, il avait une grande quantité de libido qu'il a été capable, d'un côté, de sublimer. Et de l'autre côté, il avait, non, c'est son activité sexuelle avec toutes ces femmes qui étaient amoureuses de lui, qui lui écrivaient directement pour lui donner rendez-vous. Donc, il y allait, d'accord? C'est-à-dire il y a des gens qui ont une grande quantité de libido. Et en plus, lui, il n'a pas dû être malade beaucoup, puisqu'il la faisait fonctionner, sa libido, il la mettait dehors. Non, parce qu'on tombe malade quand la libido reste sur nous. À chaque fois que cette libido elle ne sort pas à l'extérieur, boum, on tombe malade. Non? Donc, et on tombe malade de différentes manières. Donc, on peut avoir tout type. Non? Chacun a ses possibilités, on va dire. Donc, c'est pas exactement ses préférences. Sinon, c'est parce qu'en fait, on ne choisit pas sa maladie. Sinon, quand on tombe, on a
Tout le monde n'est pas capable de tomber malade de la même chose, non? On va dire. Brigitte, à quoi est due la variation de libido, le refoulement? Non, apparemment, c'est quelque chose de... C'est... je ne sais pas, Brigitte, je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas en relation avec le refoulement. Lui, il ne fait pas référence à ça parce que le refoulement, non, le refoulement, la répression, c'est quelque chose qui va revenir. Donc, si je refoule, ça revient, mais ça prend une autre route et ça va produire autre chose. Donc, non, c'est simplement qu'il y a des gens qui ont une grande quantité de libido. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose où on peut produire. Non, on dit qu'en psychanalyse, ce qu'on fait, c'est produire le désir. C'est-à-dire produire un désir qui, en général, n'est pas là où il devrait être. Donc, il produit d'autres choses, il trouve d'autres activités, mais donc replacer en fait le désir dans une activité sociale, dans les relations avec les autres, d'accord? C'est-à-dire hors de moi, toujours. Mon énergie doit toujours être hors de moi. C'est-à-dire tout ce qui reste en moi, les fantasmes, la masturbation, bon, les fantasmes, on dit c'est la masturbation mentale, que tout ça, ce sont des choses qui vont empêcher justement l'extériorisation, la production de quelque chose, parce que quand l'énergie, elle sort de moi, elle produit quelque chose. D'accord? Que quand elle reste en moi, elle ne produit rien. D'accord? Bon, alors on va essayer de voir... Et donc cette énergie, donc nous avons une énergie qui doit être utilisée pour notre activité génitale, on va dire, pour bien faire la différence. Et après, nous avons une autre énergie, parce que cette énergie qui est utilisée pour nos relations sexuelles, nos rapports sexuels, en fait, c'est une énergie qui après, il dit à la fin du texte, il dit que la possibilité d'avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels, on va dire réguliers, plus ou moins satisfaisants, je veux dire une activité, ne pas dire non à cette activité sexuelle, sinon de pouvoir continuer, toujours découvrir, parce que dans l'activité sexuelle aussi c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose où on va découvrir chez nous-mêmes principalement et aussi chez les autres, non? Et il dit qu'en fait, cette activité va améliorer notre relation avec notre être mortel. C'est-à-dire que nous allons améliorer nos relations avec cette situation de mortel. Attendez, comment il le dit à la fin du texte? Je vais essayer d'aller voir parce que j'ai trouvé que ça c'était tout à fait clair et qu'effectivement il a dit... Il dit que donc l'activité sexuelle nous permet, non, il dit que c'est comme une préparation pour affronter la mort et donc après, attendez, non, moi c'était tout. C'est moi qui ai voulu en voir un petit peu plus apparemment. Des bénéfices de notre activité génitale. Brigitte, enfance sexualisée, mais toutes les enfances sont sexualisées, Brigitte. D'accord? Il n'y a pas d'enfance qui n'est pas sexualisée. Tous les enfants passent. Non, on avait vu que tout ce développement, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Nous passons tous par ce développement, nous passons tous par le complexe d'Oedipe, le complexe de castration, pour pouvoir, c'est ce qui nous humanise. D'accord? Nous avons tous la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion non, scopique. Donc, c'est-à-dire que nous avons tous cet apprentissage de la jouissance que nous donne notre corps. Parce qu'en fait, notre appareil psychique, ce que va nous montrer Freud, c'est que notre appareil psychique est constitué à partir de notre constitution biologique. D'accord? Donc c'est pour ça que la constitution biologique va avoir des conséquences, non? Entre la situation d'un corps féminin, on va dire, et d'un corps masculin. D'accord? Il y a une différence. Bonsoir Carinette. Brigitte, plus ou moins. Donc vous vous dites qu'il y a des... Mais comment vous le savez? Comment vous allez juger? Parce qu'on va dire, Brigitte, qu'en psychanalyse, on dit que la sexualité de l'être humain, c'est la parole. C'est pour ça qu'il va faire référence aussi, Freud, dans ce texte,
en disant que très souvent, justement, en faisant référence aux femmes, comme quoi la sexualité chez la femme, non seulement elle est réprimée dans l'activité, sinon qu'en plus on réprime sa manière de penser la sexualité. D'accord? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui savent, qui ont appris à parler de leur sexualité ou qui n'ont pas appris à parler. Je veux dire que la psychanalyse, elle existe depuis déjà plus d'une centaine d'années. Donc il y a des femmes qui ont pris la parole et qui sont capables de parler de leur sexualité, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des femmes, non, quand on leur parle un peu de sexe, elles tournent la tête, elles font une petite blague et puis comme si et c'est fini et on n'en parle pas. D'accord? Et en général, c'est quelque chose, par mon expérience, pour Brigitte. Ok, donc l'expérience de chacun, d'accord? Ici, on ne parle pas. Effectivement, après, chacun a son expérience, son histoire, mais notre histoire ne va pas venir démontrer que Freud a tort, d'accord? Sinon que notre histoire, on va voir que notre histoire, elle est quelque part dans les lignes et dans les textes de Freud. Parce que c'est vrai qu'après chacun, nous allons avoir un développement. Donc, quand Freud y passe, il montre ce développement, mais après, effectivement, nous avons tous eu un développement particulier, un développement personnel. Et en plus que nous avons été marqués par des phrases différentes. On n'a pas tous écouté les mêmes phrases. Hein. Donc, à chaque fois, ça s'est fait, on va dire, de façon différente et que chaque production de chaque être humain est quelque chose de tout à fait particulier. Aucun imaginaire ne correspond à aucun imaginaire. Non? Que personne, quand on dit oui, personne ne ressemble à personne, nous le savons. Théoriquement, nous le savons. Mais nous devons pouvoir accepter cette situation et ne pas demander à l'autre qu'il nous comprenne. Par exemple, non? Quand on réclame à l'autre, mais tu dois me comprendre. Non, tu dois accepter, c'est comme ça. Je suis différente. Je propose non, quelque chose de différent à ce que l'autre me propose. Donc c'est quelque chose à accepter. Et nous voyons bien que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons, bonsoir Sophie, nous avons beaucoup de difficultés à accepter les différences et que nous aimerions que... Donc vous voyez, ça c'est quelque chose, on va dire quelque chose de tout à fait infantile. C'est pour ça que la production qui nous correspond de pouvoir faire, c'est avoir accès à notre sexualité d'adulte. Parce que quand on veut que tout le monde soit pareil, que la différence n'existe pas, égalité, égalité, égalité. Non, personne n'est égal à personne. On doit l'égalité face au droit. Nous devons tous avoir les mêmes possibilités. Les lois doivent être les mêmes pour tout le monde, d'accord. Mais après, chacun va va fabriquer son histoire d'une façon différente. Donc, c'est quelque chose qu'on dit, bah oui, je le sais, bah oui, je le sais, mais dans ma vie quotidienne, je ne le sais pas. Parce que quand est-ce qu'on le sait? Quand je le fais en action. Sinon, qu'on voit que c'est la différence entre ce que c'est la connaissance, ah oui, je connais l'information, je l'ai intellectualisée, mais après, dans la réalité, je ne fonctionne absolument pas comme ça. Je ne tolère pas que quelqu'un vienne me présenter une idée contraire à la mienne. D'accord? Ou que j'ai du mal, ou que je cherche à vouloir comprendre l'autre. Comprendre l'autre, c'est... On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. À la rigueur, non, la seule chose qu'on peut réussir à faire, c'est dans l'analyse pour découvrir. Mais c'est pareil, on découvre quelque chose et une fois qu'on a reçu l'interprétation, poum, l'interprétation nous transforme d'une certaine façon et donc elle est plus valable. Je veux dire que c'est une interprétation, mais vous voyez, il y a des gens qui ont dit « Oui, mon psychanalyste, il m'a dit, quand j'ai commencé, il m'a dit telle chose. » Oui, mais ça y est, c'est fini. Maintenant, tu n'es plus cette étiquette qui t'a mis. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas des étiquettes, c'est des interprétations. Et l'interprétation, c'est quelque chose qui transforme. Ce n'est pas une étiquette. Sophie demande « Quel est l'impact du traumatisme chez l'enfant au stade anal ?» Donc, le traumatisme, il n'y a pas de raison d'avoir de traumatisme au stade anal. D'accord? Sinon, qu'on va voir, effectivement, c'est pas des traumatismes, sinon qu'on va voir qu'il s'agit de régression, de fixation. D'accord? Donc, que fait le sujet dans la réalité? Ce dont nous parle Freud aussi dans ce texte, face à cette réalité qui me donne si peu de satisfaction, qu'est-ce que je fais? Je régresse.
Je régresse dans ces lieux où, pendant mon enfance, j'ai eu beaucoup de jouissance, parce qu'il ne s'agit pas de plaisir, il s'agit de la jouissance. C'est quelque chose, non, qui est différent. Alors, Carinette, le droit traite une personne comme un citoyen, comme ayant des droits, pas comme sujet. Il n'y a que la psychanalyse qui permet cela, effectivement. Emmanuel, bonsoir. Pourquoi certains hommes veulent corriger certaines fautes conjugales par l'abstinence du rapport sexuel? Non, vous vous rappelez, il y a un film qui est très La source des femmes, je crois qu'elle s'appelle, non? Que c'était un groupe de femmes dans un pays arabe, et je ne sais pas lequel, je ne sais pas si c'est précisé d'ailleurs, où justement toutes les femmes vont se réunir et pour punir les hommes parce qu'ils ne travaillent pas assez apparemment, et donc ils ont décidé de ne plus accepter les rapports sexuels. Et c'est un film, non? Je crois qu'il est basé aussi sur une autre histoire. Donc, effectivement, il y a de temps en temps des gens. Donc, vous voyez, parce que la relation sexuelle, ça devrait être, si ne rien vouloir d'autre que cette jouissance. Nous devrions être capables d'avoir des rapports sexuels où la seule chose qui m'intéresse, c'est la jouissance que je vais en obtenir. Mais vous voyez, les êtres humains, ils ne font pas ce genre de choses. C'est-à-dire que les êtres humains, ils vont utiliser le sexe pour essayer de dominer l'autre, pour vouloir ou pour se soumettre à l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a tout ce jeu donc dans la sexualité, mais pour le soumettre après dans la vie quotidienne. D'accord? Donc de la même façon que le présente Emmanuel, c'est-à-dire que pour essayer pour la punir ou pour le punir, eh ben, il n'y aura pas de rapport sexuel. Comment définissez-vous la jouissance? Et ça, c'est quelque chose on va dire, d'assez complexe, d'accord? Mais je veux dire que ce n'est pas au stade du plaisir, parce que rappelez-vous que quand on parle du stade du plaisir en psychanalyse, on fait référence à cette diminution de l'attention, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'attention et on arrive à diminuer. Tandis que la jouissance, à la rigueur, non, on va dire que le plaisir, ce serait après l'acte sexuel. Mais cette jouissance, cet orgasme, cette jouissance, c'est quelque chose, c'est comment on va dire en français, c'est quelque chose où on ne contrôle plus. On va dire qu'il n'y a pas de jouissance sans inconscient. L'inconscient va participer obligatoirement, sinon il n'y a pas de jouissance, sinon c'est un orgasme conscient, donc ce n'est pas un orgasme. D'accord? C'est-à-dire que la jouissance, c'est quelque chose où comment on va dire, je me donne complètement et je m'oublie. Je me donne et je m'oublie. D'accord? Mais bon, dans l'acte sexuel, on va dire, non? Dans l'acte sexuel, après, il y a d'autres types de jouissance. La jouissance, non, c'est quelque chose qui ne va pas être défini, comme on dit, voilà, on va dire, sinon que c'est un concept, on va dire en psychanalyse, la jouissance est un concept, et c'est un concept qui vient me dire, non, que c'est quelque chose qui vient me dire, c'est pour ça que avoir accès à la jouissance, c'est quelque chose qui fait du bien à notre être mortel, parce que ça nous permet comme dit Freud, de nous réconcilier un petit peu avec cette mortalité. Mais il faut être capable de jouir. Et pas seulement dans l'acte sexuel, sinon de jouir dans notre vie. Laurent nous dit bonsoir, la sexualité et la jouissance est au sujet ce soir. Oui, Laurent, oui, c'est ça. Carinette, la jouissance est-elle un concept bien défini chez Freud? Je ne sais pas si Freud il sait sur le concept de jouissance. Je crois que c'est plutôt Lacan, non, qui a dû le reprendre par la suite. Au-delà du principe de plaisir. Non, parce qu'au-delà du principe de plaisir, ce qui vient nous montrer, non, c'est la pulsion. Non, c'est la pulsion qui a un au-delà, parce que la jouissance, c'est pas ce qu'il y a après le plaisir. Non, c'est pas une dose plus forte de plaisir. Bonsoir, le film est intéressant, La source des femmes, merci beaucoup. Oui, exactement. Donc, il va nous expliquer que c'était... Alors, attendez, parce qu'il y a plein... Ah non, je suis partie à la fin du texte. Où il va nous expliquer que toute cette énergie, parce qu'en fait, il va nous le montrer sur différents points, que toute cette énergie qui n'est pas utilisée pour notre vie sexuelle, notre vie génitale,
En fait, c'est une énergie donc qui est réprimée. Et le problème avec la répression, ce n'est pas seulement qu'on dit bah, allez, je veux rien savoir, allez, on met ça dans l'armoire et je veux rien en savoir, sinon que pour la maintenir dans l'armoire, je dois continuer à utiliser énormément d'énergie. Cette répression, je dois la faire constamment. Donc c'est pour ça, après le peu d'énergie qu'il me reste pour faire face à la réalité, je dois dépenser énormément d'énergie que j'ai pu. Et donc là aussi, Freud il va dire c'est ce qui va provoquer donc non, ce qu'on appelle le stress. Donc ce n'est pas la vie moderne, c'est la répression, c'est que je ne dispose pas assez d'énergie pour pouvoir faire face à ce que la réalité me demande. Pourquoi? Parce que ok, Selmi, d'accord, très bien, depuis Haïti. Jouissance, c'est Lacan. Ok. Et Laurent, la jouissance serait peut-être un aboutissement personnel et égoïste. Alors, moi j'aurais tendance à dire que égoïste, on va dire égoïste c'est toujours, Laurent. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain, il ne fait jamais rien que pour les autres. C'est-à-dire qu'il a premièrement une satisfaction et après il y a des gens qui en bénéficient. Mais ça commence par lui. D'accord? Ça, l'être humain, mais ce n'est pas plus mal. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que dit la psychanalyse du consentement sexuel? Bon, ça c'est un autre sujet, Justine, parce que le consentement sexuel, non, c'est quelque chose qui est très, comment on va dire, je veux dire qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, non, mais non, mais non, mais non, viens, viens, viens. Donc c'est quelque chose, non, le consentement sexuel, c'est aussi quelque chose qui est dans la relation de couple, quelque chose qui est particulier à chaque relation. Aujourd'hui, vous voyez, notre morale, elle vient encore une fois réprimer en disant si la femme elle dit non, c'est qu'elle dit non. Mais la femme elle dit souvent non, mais en fait elle veut parce qu'elle n'est pas capable de dire oui, que c'est sa façon à elle de désirer. La femme, la majorité des femmes, elle n'est pas capable de dire oui, je veux. Elle dit c'est lui qui a voulu. Elle se cache derrière le désir, son désir à lui, pour ne pas reconnaître qu'elle a aussi ce désir. Parce que le problème, en général, c'est notre problème avec notre relation, avec notre propre désir, où nous n'acceptons pas notre propre désir. Et donc, on distorsionne tout, on repousse, on dit que c'est à cause de la société, que c'est à cause des autres, que c'est ma mère, que c'est mon enfance de maltraité, c'est ceci, c'est cela. Non? Pour toujours, c'est à cause de lui, mais non, c'est l'inconscient, c'est dans l'ordre de la répétition. Oui. Donc, bon, pour le consentement sexuel, c'est quelque chose, je pense, de tout à fait particulier et que la morale, aujourd'hui, intervienne là-dedans, ça va être... bon, chacun va se débrouiller comme il peut. Non, on va dire chacun va se débrouiller comme il peut, parce que je veux dire que maintenant, c'est quelque chose donc, qui est établi dans certains pays où maintenant, quand la femme, elle dit non, on va... et qu'on insiste un peu plus. Parce que vous savez, il y a des femmes qui... On dit que la femme, quand elle a joui après une relation sexuelle, en général, elle se dispute avec son partenaire. Parce qu'elle ne tolère pas avoir joui, avoir eu besoin de quelqu'un pour jouir. D'accord? C'est-à-dire que parce que la masturbation tout seul, oui, c'est une petite satisfaction qu'on a, mais la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, c'est un autre type de jouissance. Et la femme, elle a du mal à tolérer sa jouissance. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes, alors après elles vont dire, ça va être dévié, elles ne vont pas obligatoirement se disputer avec leur partenaire, ou encore qu'en général c'est ce qui se passe. Tout d'un coup, lui, il est nul, parce qu'il est arrivé en retard, parce que ceci, plus maintenant quand même. Hein. Alors plus maintenant quoi, Brigitte? Rose, bonsoir. Carinette, pour rebondir sur le consentement, il y a un livre intéressant à ce sujet du consentement de Geneviève Fraisse. Ok? La femme est désirante maintenant. Vous croyez, Brigitte? Vous croyez? Elle l'est un peu plus, c'est vrai, il y en a certaines qui ont réussi à se montrer désirantes, mais elles sont désirantes dans une partie de leur profession. Non, non, ce n'est pas facile, Brigitte, parce qu'en fait, c'est une constitution, et en plus, aujourd'hui, nous arrivons avec
cette idée d'égalité qui vient, vous voyez que l'égalité, en fait, c'est quelque chose où l'égalité, c'est comme si le masculin était le modèle. Non, 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 la femme n'est pas désirante maintenant, elle a énormément de difficultés avec son désir. Donc, sexiste, pourquoi sexiste? Non, ce sont deux positions différentes. La femme est différente de l'homme. Si vous voulez, on parle de l'homme qui, lui aussi, non, a bien des difficultés à développer une sexualité. Je veux dire que chacun a sa position et que la société, aujourd'hui, elle réprime, pas avec les nouvelles lois qu'ils sont en train de mettre sur le consentement, sur tout ça, c'est quelque chose qui va réprimer énormément les relations. Vous devez voir, les maladies infectieuses de transmission sexuelle, c'est pour réprimer notre sexualité. C'est un peu bizarre tout ça, oui, c'est un peu différent. Est-ce l'essence du féminisme? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il doit y avoir des féminismes différents. D'accord? Ce sont des féminismes différents, des positions, et en plus aujourd'hui c'est quelque chose de très politisé. D'accord? Il y a des groupes, non? Tous ces groupes de féminisme qui sont très politisés, donc je ne sais pas exactement ce que chacune défend. Qu'en est-il de celle qui a subi l'agression sexuelle et qui n'en éprouve plus aucun désir et qui n'éprouve plus aucun désir? Et je ne sais pas. Je veux dire que l'être humain, il est très complexe. Il dit quelque chose en apparence et c'est quelque chose qui se passe derrière. Alors Brigitte, vous dites oui, mais j'ai pas compris à quoi. Et je ne suis pas d'accord. Ah, vous avez dit au départ que vous n'étiez pas d'accord. Ok. Donc, c'est bien, là, il y a du partage. Donc, chacun va vivre l'agression sexuelle, il faut voir de quoi il s'agissait. Je veux dire que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Nadège, oui, enfin c'est délicat quand même, car il y a de vrais non dans la réalité, parce que sinon, le viol pose question dans ce cas. C'est la porte ouverte à la soumission des femmes par les hommes sous prétexte que ça... Oui, mais attention, n'exagérez pas. C'est simplement, je dis que essayer de légiférer les relations entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui va nous réprimer. Point. C'est-à-dire que dans chaque relation, c'est quelque chose qui est différent. Après, tout de suite, vous pensez qu'il y a des violeurs partout et que les hommes vont violer partout. Les hommes, ils sont éduqués par les femmes. D'accord? Ce sont les femmes qui vont éduquer les hommes, donc elles participent à tout ça, donc à voir, et après, je veux dire, parce que pourquoi un homme va jouir dans un viol? Pourquoi il va jouir dans un viol? Parce que les hommes, ils sont capables de jouir dans un viol, dans cette violence. Donc c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand il la maltraite comme ça. Et vous savez pourquoi? C'est toujours à cause de sa relation avec sa maman. Donc on va dire, ce que vous dites est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que c'est socialement très mal vu, effectivement. Moi je parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas socialement accepté. Mais attention, on va dire que peut-être que le désir de l'homme, il est plus franc, et encore aujourd'hui, comme l'homme s'est énormément féminisé, non, dans cette tentative d'égaliser les sexes, l'homme s'est énormément féminisé, donc aujourd'hui, nous avons des situations qui sont tout à fait particulières, on va dire, mais non, mais la complexité de l'être humain, que ce qu'il dit, ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que vous dites dire avec des pincettes, que moi je vais prendre des pincettes. Non, on utilise la position psychique, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. En tout cas, ce n'est pas ce qui se passe sans interprétation. Non, il y a des cas de... comment on va dire la psychanalyse, on va dire que la psychanalyse, c'est un des premiers travaux qu'on va essayer de mettre en marche, on va dire, dans la psychanalyse, c'est-à-dire que le sujet doit se rendre responsable de la vie qu'il vit. Et donc c'est pour ça que quand la femme, elle se présente en disant « c'est lui qui l'a voulu », c'est non, qu'elle rejette.
que les choses sur l'extérieur, elle est loin de prendre en compte son propre désir. Elle est loin de prendre et d'accepter qu'elle, elle a participé d'une manière ou d'une autre. Donc après, on va dire, oh, alors vous dites que la personne qui était violée, etc. Il y a, tous les cas sont à examiner. On va dire, tous les cas sont à examiner. D'accord? Cette curieuse idée de la parité, pourquoi ne pas accepter nos différences? Ben oui, Laurent, ce serait apparemment, mais vous savez pourquoi on a des difficultés à accepter nos différences? Parce que nos différences viennent nous rappeler que nous venons d'une espèce humaine, d'animal, d'un homme, d'une femme qui ont besoin, non, de la sexualité pour se reproduire. Et ça veut dire que nous allons mourir. Donc tout ça, c'est articulé, non, c'est articulé sur la même toile d'araignée. Donc quand on tire un tête, il y a tout le reste qui bouge. Si nous avions la possibilité d'améliorer nos relations, on va dire d'améliorer nos relations avec cette mortalité, nous améliorons, nous commençons à beaucoup mieux vivre. Vous pouvez également lire Troubles dans le consentement, d'accord Justine, d'Alexia Boucherie, pour avoir une vraie réflexion sur la question. Alors oui, effectivement, alors vous vous dites que ma réflexion n'est pas vraie. Non, c'est une réflexion plus psychanalytique, où je dis que le consentement, d'accord, en plus dans le jeu sexuel, très souvent il y a ça. Alors c'est un jeu qui n'est pas obligatoirement conscient, non, ce jeu sexuel qui existe entre un homme et une femme n'est pas toujours conscient. Non, oui, effectivement, c'est un traumatisme dans ce cas. Brigitte est maintenant plus désirante. Certaines femmes, oui Brigitte, certaines femmes, et vous devez regarder, pas toujours, et jusqu'à un certain âge, dans une certaine relation. Non, que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il y en a qui disent avec cet homme-là, je pouvais, mais avec un autre, je ne peux plus. Que ce n'est pas facile. Il y a aussi le fantasme du viol chez la femme, exactement. Donc, il y a aussi le fantasme. Justine, peut-être est-ce lié à une idée de pouvoir plutôt qu'à la faute de la mère? Non, mais pourquoi il jouit? Non. Et la psychanalyse n'a pas, parce que il dénigre la femme. Non, celui qui va violer la femme, il la dénigre. Il la dénigre, c'est un objet. D'accord? C'est un objet, c'est-à-dire qu'il la traite comme quelqu'un qui ne peut pas désirer. Non, c'est quelqu'un qui ne va pas désirer. C'est un objet, elle est dénigrée complètement, la femme. Ok, la psychanalyse n'a pas à être socialement correcte et heureusement. Ok. Donc, Nadège, entièrement d'accord avec vous, et c'est là toute la complexité humaine. Bah oui, parce que sinon ce serait facile. Alors, si ce que je dis quand je dis non, c'est que c'est non, et quand je dis oui, c'est que c'est oui. Comme si moi j'étais claire avec mes propres désirs. Je veux dire, qui d'entre vous est clair et sait exactement ce qu'il veut de sa propre vie? S'il vous plaît, il n'y a personne qui le sait. Nous la fabriquons, nous disons que nous voulons aller par là, et nous allons de l'autre côté. Non, justement, notre propre vie se produit. Et notre désir est sur ce que nous faisons, parce que nous sommes ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est ce que nous aimerions selon la morale qui nous entoure, mais pas sur notre vrai désir. Notre vrai désir, c'est ce que nous allons vivre. La psychanalyse est asociale. La psychanalyse, elle vient transformer cette morale qui est en jeu en moi, cette morale qui est en jeu en moi et qui m'oblige à réprimer, à ne pas reconnaître certains désirs, à dire non, non, je ne veux pas quand j'en ai envie. Donc les gens, là, la femme, l'homme, ils disent non, parce que c'est pas quelque chose qui est uniquement féminin. Le non, il y a des hommes qui disent non, non, moi ça, non, j'aurais peur. Il y en a combien d'hommes qui disent aussi ça? Où on croit que les hommes, ils ont une sexualité, ils sont ouverts, et ils sont toutes les relations pour eux. Non, les hommes aussi, ils ont peur. Il y a certaines situations qui n'ont pas la capacité, qui ne peuvent pas, ils imaginent et tout de suite, ils ont peur. Donc, Chrissy, techniquement, en psycha, tout est lié à la relation mère-enfant, il me semble, car c'est de là que tout prend essence. Et à la relation enfant-mère, je dirais, Chrissy, d'accord? C'est pas la relation mère-enfant, sinon c'est l'enfant, et avec cette mère idéale, cette mère qui n'existe pas.
D'accord? C'est avec cette mère idéale. Et après, rappelez-vous, on avait vu aussi que pour l'enfant, la mère, c'est cette mère qu'il considère comme vierge, qu'il aime, non, qu'il la veut comme vierge, et tout d'un coup, il la voit comme pute. Puisque quand il se rend compte qu'elle aussi, elle a pratiqué cette sexualité, non, comme la prostitution. Donc, il y a un mélange chez l'enfant, non, où il ne finit, il n'a pas bien compris l'histoire. Alors, si l'individu est responsable de ses actes, attention, c'est une responsabilité inconsciente, Justine. C'est pas une responsabilité consciente. C'est pour ça que ma vie est déterminée par mon appareil psychique, par ma position face justement à mon complexe de type. Et donc, face à cette situation-là, donc sans intervention, c'est pour ça qu'il y a des gens qui répètent tout le temps la même chose. Parce qu'ils n'ont pas mobilisé l'énergie qui avait, l'énergie libidinale qui n'a pas été mobilisée par une psychanalyse. Parce que la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mobilise l'énergie pour pouvoir utiliser d'autres mécanismes. Donc ce n'est pas qu'il faut être responsable consciemment. On sait qu'on a participé, qu'on était là, qu'on a participé, qu'on a eu telle réaction ou telle autre. D'accord? Et après, on doit se poser la question, bien sûr, parce que là, moi, j'imaginais une personne qui dit, voilà, toutes les femmes qui disent vouloir des enfants et qui n'arrivent pas. Alors, on fait les tests, tout est correct, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Or, je ne dis pas que dans le fond, elle ne veut pas avoir d'enfants. Pas obligatoirement, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Justement, je ne veux pas donner d'enfant à cet homme-là, ou je voudrais un autre père, ou j'en sais rien. Je veux dire qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu, mais ça, c'est ça, ce qu'on appelle la surdétermination inconsciente de chaque individu. Nous ne sommes pas libres, Justine, nous ne sommes pas libres. Pépi, mon nom c'est gracias. Alors, Épicure et l'angoisse de mort est à l'origine de tous les troubles. Si, puis là, on sort de la psychanalyse, d'accord? On s'en va avec Épicure, donc c'est une lecture philosophique. Je veux dire ici, quand on reste, non, dans cet appareil psychique, où il n'y a pas simplement, non, que... parce que c'est pas exactement l'angoisse de mort, non, parce que l'angoisse de mort, elle existe chez certaines personnes. En plus, rappelons-nous que la mort, nous ne savons pas exactement ce que c'est, non, que l'être humain, il n'a pas de représentation de la mort. Il a simplement la représentation de la mort des autres, mais de sa propre mort, il n'a pas la représentation. Donc quand on parle de l'angoisse de mort, c'est toujours un déplacement, non? Et le déplacement de l'angoisse de mort, c'est toujours l'angoisse de castration. D'accord? Donc la mort... Christy, d'ailleurs, comment peut-on expliquer le fantasme du viol chez la femme? Laurent, personne ne sait. Ben si, bien sûr, la morale qui est l'éducation que l'on porte et qui nous emprisonne. Exactement. D'accord? Qui nous emprisonne. Donc, une manière de se libérer un petit peu de cette morale qui nous tient enfermés, non? Qui nous permet même pas un certain discours. Non? Donc, je vous remercie d'être nombreux, de rester, de pouvoir écouter. Parce que ne serait simplement Christy qui a dit, attention, vous ne prenez pas des pincettes pour dire, vous voyez? Donc là, les pincettes, il faut prendre des pincettes pour dire certaines choses. Pourquoi? Alors, on veut me réprimer. Vous voyez comment c'est dans le discours? Non, c'est-à-dire que nous avons tendance à vouloir réprimer la parole de l'autre parce qu'elle vient nous déranger. Alors c'est moi qui dois aller voir. Si la phrase de l'autre me dérange, c'est moi qui dois aller voir qu'est-ce que je fais, pourquoi ça me dérange cette phrase-là. Si c'est qu'une phrase, parce que son acte me dérange, d'accord, mais que sa phrase me dérange, non. Carinette, si on savait tout de nos désirs, on ne serait pas divisé et il n'y aurait aucun malentendu symptôme. Parce que le désir, c'est quelque chose qui n'a pas d'objet. Ce que vient nous dire Freud dans l'interprétation des rêves, c'est que notre désir, il a la capacité de se déplacer sur n'importe quoi. C'est-à-dire que le désir, il a cette capacité-là. Et on va même dire qu'une personne, Freud dit, une personne saine psychiquement, on va dire, c'est celle qui a la capacité de dire j'ai perdu ce travail, poum,
je déplace, je ne pleure pas le travail que j'ai perdu, je perds quelque chose, je ne pleure pas ce que j'ai perdu, j'ai la capacité du déplacement de cette énergie. Pourquoi les êtres sont sexuels? Pour la reproduction, parce que nous sommes mortels. Je ne comprends pas la question, Justine. Mais alors, que veut dire le non s'il n'est pas vrai? Et le non, on pourrait dire, Nadège, ça dépend dans chaque cas. Attention, il n'y a pas de protocole. Attention, quand elle dit non à 8 heures, ça veut dire que peut-être. Quand elle dit non à 9 heures, ça veut dire que c'est non, c'est sûr. Non, on ne sait pas. Le non, ça veut dire je ne veux pas savoir de mon propre. Non, je ne veux pas que tu me dises que j'ai envie de ça. Par exemple, Chrissy, ok. Si nous ne sommes pas libres, que vaut le consentement? Cela rejoint la question de Nadège. Ben oui, parce que la femme, d'une certaine façon, écoutez Justine, moi je vais vous dire, non, on va dire a priori, comment on va dire, je veux dire, il faut former, il faut s'éduquer, il faut se former. Parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont des brutes, vous leur dites non une fois, non deux fois, non trois fois, ils ne comprennent pas. C'est vrai. D'accord? Donc, il faut insister. Mais c'est des gens qui ne savent pas séduire une femme. S'ils veulent l'obtenir, ils doivent faire un travail de séduction. Il y en a qui arrivent sans séduction aucune, ils disent, allez, boum, je te veux. D'accord? Donc, on a besoin de formation. Les gens, nous ne sommes pas formés ni sur notre sexualité, ni sur les relations avec les autres. D'accord? Et en plus, nous sommes persuadés que ce que nous sentons, ce que nous pensons, c'est la vérité. Donc après, nous arrivons bien sûr dans des difficultés, des complexités de relations, alors que ça devrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai non. Le vrai non, c'est quand il n'y a pas eu relation. Boum. Moi, je vous dis, le vrai non, c'est quand il y a. Parce que quand il y a eu relation, on doit se demander pourquoi. Pourquoi il y a eu relation? Si elle, elle a dit non, pourquoi il y a eu relation? Alors, parce que lui, c'est une brute. Oui, c'est vrai que des fois, ça arrive. Mais pas obligatoirement. Je veux dire, vous le voyez, il y a des femmes qui comment on va dire, je veux dire, parce que la femme ne veut pas reconnaître que des fois, elle a envie de se faire emmerder par un homme. Il y a des femmes qui ont envie de temps en temps de se faire emmerder par un homme, elles sentent qu'il y a quelqu'un qui m'emmerde, ou j'en sais rien. Je veux dire qu'il y a des désirs où la femme, on n'est pas clair avec nos désirs. Épicure, c'est la psychothérapie existentialiste, dit Laurent. Brigitte, intéressant. Angoisse de mort, angoisse de castration. Et Chrissy, non, pas vous réprimer, mais ça peut être mal interprété. Mais c'était pour parler, Chrissy. Ce que je vous montre, c'est que moi aussi, demain, je peux avoir une tendance, ou même peut-être qu'aujourd'hui, en parlant, j'ai une tendance à dire non, mais ne dites pas ça, ou vous voyez comment. Non, je veux dire que nous avons tous cette tendance. Si tous nous réprimons, d'accord? Notre appareil psychique, il s'est fabriqué parce que nous avons commencé à réprimer. Et donc la répression, elle fonctionne tout le temps. Mais combien d'énergie? Parce que le problème des névrosés, c'est qu'ils ont une grande quantité d'énergie qui s'utilise pour continuer à réprimer, continuer à réprimer. Bon, il est l'heure. Mais si notre non veut dire oui, eh bien oui, des fois notre non, il veut dire oui, Justine. Eh ben c'est ça la complexité de l'être humain. Sinon, ce serait facile. Quand je dis non, c'est non. Hein. Alors, vous dites qu'un non peut vouloir dire oui inconsciemment. Comment s'éduquer à cela? Mais ce n'est pas exactement un oui inconscient. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas reconnaître. Parce que des fois, elle se retrouve dans une situation où elle est bien, ou même lui, il s'en va parce qu'il a cru son nom, il s'en va et elle est triste. Le con, il m'a cru. Carrie, si un non est un oui caché, c'est peut-être qu'on juge notre sexualité immorale. Mais ce n'est pas notre sexualité immorale, c'est notre désir. Que nous avons ce désir. C'est la difficulté d'être en relation, mais ce n'est pas simplement en relation avec le sexe, attention, c'est notre relation avec les désirs, avec notre vie en général. Non, sans le savoir, effectivement, nous ne le savons pas. C'est mieux que inconsciemment, d'accord? Nous ne le savons pas. Nous vivons aveugles à nos propres désirs. Nous vivons aveugles à nos propres désirs. C'est pour ça que nous avons besoin d'une psychanalyse qui va nous souligner, non, qui va nous montrer de temps en temps notre manière de désirer. Parce que toutes les possibilités de désir humain sont possibles chez chacun d'entre nous.
Ce n'est pas que le violeur, c'est le violeur. Ou que moi, je n'ai jamais rien violé. Attendez, quand j'ouvre et que je vais ouvrir le portefeuille de mon mari, je ne suis pas en train de violer quelque chose? Je veux dire. Donc, tout ce qui est possible chez un être humain est possible chez moi. Donc, je devrais faire attention en disant, et pourquoi, oui, pourquoi moi je... non, que je veux dire. Bon, enfin bref, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ou question d'assumer ses désirs. Merci Clémence, Carrie. Donc, voilà pour cette conversation chaude, on va dire. Donc voilà, Freud nous recommande d'avoir une sexualité, une pratique génitale. C'est quelque chose qui est important et quand on a des difficultés à avoir ce type de relation, et il faut aller voir un psychanalyste. C'est recommandé d'aller voir un psychanalyste pour libérer ces répressions qui viennent nous empêcher de développer, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'éviter la maladie nerveuse, d'éviter la maladie. Il y a beaucoup de maladies nerveuses qui vont provoquer des maladies beaucoup plus... Différence de compréhension entre personnes ayant ou non fait une analyse. Ben voilà, Brigitte, allez-y, allez-y. Alors ça, il faudra de... Laurent, il faut faire attention en termes de viol. Il y a quand même la majorité des femmes violées qui ne l'ont pas désiré. Oui, 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 un grand merci, c'est passionnant. Françoise, merci Clémence, très intéressante comme dame. Bonne soirée Clécy. Donc oui, effectivement, mais d'accord, il faut faire attention. Alors pourquoi faire attention? Je veux dire, oui, nous savons, il y a des gens qui en ont assassiné d'autres et qui ne voulaient pas mourir. Je veux dire, nous le savons, je veux dire qu'il y a des choses, mais nous devons reconnaître que faire une lecture si simplette, non, simpliste, en disant quand elle dit non, c'est qu'elle veut pas, d'accord, le monde aurait une autre image si on pouvait vivre comme ça, simplement, c'est simplement ça. Je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais je suis désolée, c'est ça. Nous sommes beaucoup plus complexes que ce que nous voyons, beaucoup plus complexe. C'est pour ça que c'est passionnant. Donc on continue, je vous rapporte un nouveau texte de Freud, donc mardi prochain à la même heure, à 21h au même endroit. Donc bonne continuation, bonne semaine et à mardi prochain. Au revoir, au revoir.